Imaginez une seconde, une banque. Mais une banque dont les coffres ne sont pas attaqués par, je ne sais pas, des hommes armés ou par un groupe de pirates informatiques qui tapent frénétiquement sur des claviers dans une cave. Non, imaginez une attaque par une entité totalement invisible. Une entité qui ne dort jamais, en fait. Exactement. Une entité capable d'essayer, disons, 10 millions de combinaisons de serrures par seconde, qui retient la leçon de chaque échec à la milliseconde. Prêt et surtout qui adapte sa stratégie en temps réel. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas du tout le scénario d'un film de science-fiction. C'est très exactement ce qui empêche actuellement les ingénieurs et les experts en sécurité financière de dormir la nuit. C'est clair. Et je dirais même que c'est le grand défi de notre époque. Oui, c'est justement l'objectif de notre plongée au cœur des sources aujourd'hui. L'idée ici est d'offrir à ceux qui nous écoutent une perspective claire sur une collision fascinante, une collision totale en fait, entre l'intelligence artificielle de pointe et le monde extrêmement rigide de la finance. Et c'est une collision qui se produit à une vitesse fulgurante. Quand on analyse les données et les rapports récents qu'on a sous les yeux aujourd'hui, on voit bien qu'on ne parle plus d'une petite technologie émergente qui va doucement modifier nos habitudes bancaires d'ici 10 ans. Pas du tout. Non, ça se passe maintenant. Voilà. Les infrastructures bougent maintenant. En fait, les signaux d'alerte sur la cybersécurité, la création vraiment soudaine de nouvelles polices d'assurance exclusivement dédiées aux machines, ou même l'explosion de marchés financiers alternatifs, tout ça, ce ne sont pas des phénomènes isolés. C'est un ensemble. Tout à fait. Je suis convaincue qu'on assiste à l'émergence d'un tout nouvel écosystème où, fondamentalement, la définition même du risque est en train d'être réécrite de A à Z. Bon, décortiquons tout ça. Il faut d'abord poser les bases de la menace, je pense. Avant même de se demander comment une intelligence artificielle va investir ou dépenser notre argent, il faut vraiment comprendre à quel point elle est capable de pulvériser les systèmes qu'il protège aujourd'hui. Oui, c'est la base. Et l'une de nos sources se concentre sur l'entreprise Anthropic. C'est un poids lourd du secteur de l'IA, et ils ont développé une intelligence artificielle baptisée Mythos. Et de ce que je comprends en lisant ces notes, on est très très loin du petit chatbot sympa qui nous aide à rédiger des emails. D'accord? Et ce qui ressort vraiment des notes de synthèse qu'on a analysées, c'est la capacité de ce système à identifier, mais surtout, à exploiter ce qu'on appelle des failles 0D. Des failles 0D, donc des vulnérabilités que même les créateurs du logiciel ignorent, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, pour comprendre mécaniquement ce qui se passe et à quel point c'est un bouleversement, faut regarder comment la cybersécurité fonctionne traditionnellement. Normalement, vous avez des humains, des experts, qui lisent des millions de lignes de code pour trouver une petite erreur logique. Et ça, ça prend des mois. Forcément, c'est un travail de fourmi. Voilà. Alors que Mythos, lui, génère ses propres cyberattaques en boucle fermée. Attendez, mais comment une IA peut-elle être à la fois le bouclier et l'épée? Mécaniquement parlant, qu'est-ce que Mythos fait de si différent par rapport à, je sais pas, un logiciel antivirus extrêmement performant qu'une banque utiliserait déjà? En fait, un antivirus classique, c'est assez basique. Il regarde dans un énorme dictionnaire de virus connus et il vérifie si un fichier correspond. C'est un système purement réactif. Il attend l'attaque, en gros. C'est ça. Mythos, par contre, est proactif et totalement autonome. Il utilise ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Vous voyez un peu le programme AlphaGo, celui qui a battu le champion du monde de jeux de Go il y a quelques années. Oui, oui, tout à fait. Il jouait contre lui-même des millions de fois, non? Exactement. Eh bien, au lieu de jouer sur un plateau avec des pions, Mythos joue aux échecs contre lui-même, mais dans un environnement réseau simulé. Il incarne l'équipe d'attaque, ce qu'on appelle la Red Team, et l'équipe de défense, la Blue Team, et ce, de façon simultanée. Waouh! Donc il s'attaque et se défend en même temps. Oui, et en s'affrontant lui-même des millions de fois par jour, il découvre des chemins d'attaque réseau qu'aucun cerveau humain n'aurait pu concevoir. Tout simplement parce que l'humain pense de manière linéaire. On va d'un point A à un point B, alors que cette IA explore absolument toutes les variables d'un code de façon multidimensionnelle. C'est comme si on fabriquait le passe-partout ultime pour tester les serrures de sa propre maison. Mais qu'on réalisait soudain que ce passe-partout modifie sa propre forme tout seul pour ouvrir littéralement tous les coffres-forts du monde. C'est une excellente analogie, oui. Mais face à cela, la réaction d'Anthropic est quand même assez frappante dans les documents. Ils ont décidé de ne pas rendre cette technologie publique. Ils la gardent enfermée.
Et là, franchement, ça m'amène à une véritable incompréhension de leur stratégie. C'est-à-dire? Ben, si les principes mathématiques et algorithmiques pour créer un tel système existent déjà chez eux, est-ce que le fait de le cacher dans un tiroir a vraiment un sens? Je veux dire, une autre entité, peut-être rattachée à un État hostile ou un groupe de hackers, va forcément finir par recréer exactement la même chose, non? Oui, c'est ce qu'on appelle l'impasse absolue de la sécurité par l'obscurité. Cacher le code ne fait pas disparaître l'idée ou le concept, et votre objection est vraiment centrale ici. La boîte de Pandore, en fait, elle est déjà grande ouverte. Donc ça ne sert à rien de la cacher. Les documents que nous étudions montrent que la décision d'Anthropic, c'est moins une vraie solution de sécurité qu'un signal d'alarme désespéré envoyé au régulateur. Ils disent, en substance, regardez l'arme systémique que nous avons pu créer en quelques mois avec une toute petite équipe d'ingénieurs. C'est un appel à l'aide, presque. En quelque sorte. Parce que le problème fondamental, c'est la symétrie de vitesse. Aujourd'hui, quand une faille bancaire est découverte, il faut des semaines pour qu'un correctif soit codé, puis testé, puis validé par je ne sais combien de comités de direction, et enfin déployé. C'est la bureaucratie habituelle. Voilà. Alors qu'une IA comme Mythos peut trouver une faille, l'exploiter, vider des comptes et modifier sa propre signature d'attaque en quelques secondes. Du coup, les banques ont un temps de réaction humain face à une menace qui s'exécute littéralement à la vitesse de la lumière. Ce qui dresse un tableau assez, terrifiant de la robustesse de notre économie actuelle. Et pourtant, paradoxalement, quand on lit la suite des sources, la tendance globale n'est pas du tout de débrancher l'intelligence artificielle de la finance en urgence. Au contraire, c'est de l'y intégrer encore plus profondément. Oui, la marche en avant continue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'infrastructure est si vulnérable face à une arme comme Mythos, comment est-ce que l'économie se prépare, concrètement, à confier de l'argent réel à des agents IA totalement autonomes? Eh bien, la réponse se trouve dans la création d'un filet de sécurité, tout simplement sans précédent. C'est ça. Le monde de l'assurance entre en jeu. Oui, des entreprises comme Stripe et Microsoft déploient actuellement un concept inattendu. Ils créent de l'assurance spécifique pour les IA. Et il faut bien, je crois, mesurer l'ampleur de ce changement pour notre audience. Jusqu'à 13 ans, une IA, ça fournissait une recommandation. Elle disait « Voici les tendances du marché », mais au bout du compte, c'était un humain qui cliquait sur le bouton « Acheter » ou « Vendre ». L'humain assumait le risque. Exactement. L'humain assumait la responsabilité juridique et financière de l'acte. Ce que Microsoft et Stripe sont en train de structurer en ce moment, c'est l'étape d'après, l'agent autonome. C'est-à-dire un programme à qui l'on donne un budget, un objectif précis, et qui interagit directement avec l'économie réelle, sans aucune supervision humaine. Sans qu'on valide derrière. Oui, l'IA négocie des contrats cloud, elle optimise des chaînes d'approvisionnement complexes, elle achète des matières premières toute seule. Mais en fait, la condition sine qua non pour que les grandes entreprises acceptent de déployer ces agents, c'est de savoir qui est responsable financièrement quand la machine, quand elle délire ou qu'elle se trompe lourdement. J'aime bien utiliser cette image pour comprendre. C'est un peu comme donner une carte de crédit avec un plafond illimité à un adolescent pour la toute première fois. Mais avec un contrat d'assurance magique qui dirait que si l'adolescent achète accidentellement 3 tonnes de sable au lieu d'un livre scolaire sur Internet, l'assureur rembourse instantanément la différence. C'est une très belle façon de le formuler. Mais honnêtement, d'un point de vue purement financier, je ne comprends pas comment Stripe ou Microsoft s'y retrouvent là-dedans. Comment est-ce qu'on peut calculer une prime d'assurance pour une machine dont le cerveau, le réseau neuronal, évolue constamment? C'est une vraie boîte noire. C'est le grand paradoxe, oui. Je veux dire, assurer un conducteur humain, on sait le faire. On a des statistiques sur l'âge, le nombre d'accidents, le type de voiture. Mais assurer une IA qui peut soudainement halluciner et faire un achat absurde du jour au lendemain, c'est un suicide financier pour l'assureur, non? C'est vrai que c'est l'argument instinctif qu'on pourrait avoir. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on voit que la logique de ces géants est très différente de celle d'un assureur classique. Ils ne tarifent pas le risque individuel d'une seule IA, ils tarifent la loi des grands nombres. Et surtout, le contrôle de l'infrastructure elle-même. C'est-à-dire? Ils contrôlent le terrain de jeu. Exactement. Contrairement à un humain au volant de sa voiture sur une route publique, Stripe et Microsoft contrôlent tout l'environnement dans lequel l'IA évolue.
L'agent IA utilise par exemple les API de Microsoft pour réfléchir et prendre ses décisions, et il utilise l'infrastructure de paiement de Stripe pour transiger, pour payer. Ah, je vois où vous voulez en venir. Du coup, ces entreprises ont un accès direct à une quantité de données télémétriques absolument inimaginable. Elles peuvent observer en temps réel les schémas comportementaux de millions d'agents simultanément. Donc, en gros, ils voient le dérapage arriver avant même que la transaction soit finalisée par la machine. En grande partie, oui. Les algorithmes de ces assurances agissent comme des disjoncteurs électriques, en fait. Si une IA commence à agir de manière erratique, si elle s'écarte soudainement de son comportement de base, validé, la transaction est tout simplement bloquée. Ou le prix change. C'est l'autre option. La prime d'assurance dynamique associée à cette transaction spécifique va exploser en quelques millisecondes, ce qui rend la transaction économiquement caduque avant même qu'elle ne passe. C'est fascinant. Et puis, il faut aussi comprendre le modèle économique sous-jacent. Le coût des erreurs isolées que Stripe ou Microsoft devront inévitablement rembourser au début, c'est perçu par eux comme une simple dépense d'acquisition. Un investissement pour dominer un futur marché qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars. Ils achètent le marché, quoi. Voilà. Ce qu'ils vendent, au fond, ce n'est pas tant une protection contre le risque financier. C'est la levée du tout dernier obstacle psychologique à l'automatisation totale. La confiance, c'est la véritable monnaie ici. Parce que sans cette assurance, jamais aucune grande multinationale ne laissera une IA gérer sa trésorerie. Jamais. C'est logique, vu comme ça, mais ça soulève tout de même un énorme problème de fond. Si je suis un développeur indépendant, ou même une entreprise, et que je sais pertinemment que les erreurs financières de mon IA sont couvertes par les poches sans fond d'un géant de la tech, je n'ai absolument aucune raison d'être prudent en la codant. Ah, le fameux risque moral. Oui, c'est la définition classique du risque moral en économie. Si mon IA prend des risques insensés et qu'elle gagne gros sur un marché, j'empoche tous les bénéfices. Mais si elle fait une erreur monumentale et qu'elle perd des millions, l'assurance rembourse la mise. Qu'est-ce qui empêche le système de devenir un casino géant où la prudence n'est plus du tout récompensée? Le risque moral est évident, c'est vrai, mais les fournisseurs de ces infrastructures ne sont vraiment pas naïfs. Le filet de sécurité vient avec des conditions drastiques, ce n'est pas un chèque en blanc. Heureusement. Les polices d'assurance pour ces agents autonomes fonctionnent avec des systèmes de franchise extrêmement stricts. Et surtout, des limites d'indemnisation qui forcent, de facto, les développeurs à intégrer des barrières de sécurité, ce qu'on appelle des guardrails en anglais. Donc ils inspectent le code avant d'assurer? En quelque sorte, oui. Si le code source de l'IA ou son comportement en phase de test montre une absence de limite codée en dur, l'assurance est tout simplement refusée. En fait, le marché de l'assurance est en train de forcer une standardisation de la sécurité dans le développement de l'intelligence artificielle. Comme dans l'automobile, finalement? Exactement. C'est un peu comme les crash tests obligatoires qui ont forcé les constructeurs automobiles à inventer l'airbag et à l'installer de série. L'assureur dicte la norme de sécurité parce qu'il tient les cordons de la bourse. D'accord, donc l'infrastructure de confiance se met en place de force, en quelque sorte. Récapitulons. Nous avons la menace de l'arme systémique, avec Mythos d'un côté, et maintenant nous avons le filet de sécurité qui permet à des millions d'agents IA d'opérer légitimement dans l'économie avec l'assurance de Stripe et Microsoft. Le décor est planté. Mais la question qui s'impose naturellement derrière ça, elle est géographique. Enfin, plutôt sectorielle. Où est-ce que ces agents autonomes, qui sont capables de réfléchir et de transiger à une vitesse surhumaine, vont-ils aller jouer? Sur quel marché vont-ils interagir concrètement? Et c'est là que notre analyse des sources nous mène vers un phénomène silencieux, mais absolument massif. Kalshi. Et le monde des marchés prédictifs. Ah, Kalshi. C'est sans aucun doute la pièce la plus fascinante du puzzle. Les notes que nous avons indiquent que cette entreprise, Kalshi, détient aujourd'hui un quasi-monopole réglementé aux États-Unis sur ces fameux marchés prédictifs, avec environ 89% des parts de marché. 89%, c'est énorme. C'est écrasant. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une bourse classique où l'on achète des actions d'entreprises comme Apple ou Tesla. Les marchés prédictifs permettent d'acheter ou de vendre des contrats basés sur la probabilité pure qu'un événement futur spécifique se produise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous écoutent? Au lieu d'acheter une action d'une boîte en espérant qu'elle vende beaucoup de produits, un utilisateur sur Kalshi va littéralement parier de l'argent sur, par exemple, l'issue d'une élection politique majeure, ou sur l'évolution précise du chiffre de l'inflation le mois prochain, ou même sur l'approbation d'un nouveau médicament par les autorités de santé avant une date donnée. C'est ça. On parie sur le réel. En gros, on prend les discussions spéculatives de la machine à café au bureau et on les transforme en une véritable salle de marché financière mondiale.
Mais là, je dois admettre ma propre confusion en lisant les documents. Comment ces plateformes arrivent-elles à convaincre les régulateurs qu'elles font de la vraie finance et non pas simplement du jeu de hasard? Je veux dire, ça ressemble furieusement à un casino géant qui permettrait de parier sur la météo ou la géopolitique, non? Bah ça, c'est vraiment le cœur d'une véritable guerre épistémologique et juridique en ce moment. Les régulateurs, ils ont tendance à utiliser des grilles de lecture du XXe siècle. Ils sont un peu dépassés? Un peu, oui. Pour eux, l'investissement traditionnel, c'est l'allocation de capital pour financer une activité économique productive, construire une usine par exemple. Et le jeu, la spéculation de casino, c'est parier sur un résultat sans aucune valeur ajoutée économique, où la perte de l'un fait simplement le gain de l'autre. Ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Exactement. Mais les défenseurs des marchés prédictifs, comme Kalshi, avancent un argument scientifique qui est assez imparable. C'est le mécanisme de découverte des prix. Ah, ce fameux mécanisme qu'on appelle souvent la sagesse des foules. Oui, tout à fait. Prenons un exemple concret pour clarifier. Si un institut de sondage classique demande à 1000 personnes dans la rue si elles pensent que l'inflation va baisser, les gens donnent une opinion, mais ça n'a aucune conséquence pour eux s'ils ont tort. C'est informatif, certes, mais c'est hautement faillible. Il n'y a pas d'enjeu personnel. Voilà. Sur un marché prédictif, par contre, les participants mettent leur propre argent en jeu. C'est ce qui change tout. Si un contrat stipulant, je cite, « l'inflation baissera en mai » s'échange à très exactement 65 centimes sur Kalshi, ça signifie que le marché global, qui a agrégé des millions de points de données et l'expertise de milliers de participants financièrement motivés, eh bien ce marché estime qu'il y a 65% de chances mathématiques que cela arrive. D'accord, je comprends mieux. La probabilité la plus pure et la plus fiable disponible à l'instant T. Ce n'est plus du jeu de hasard, ça devient un outil d'information publique d'une précision redoutable. C'est un indicateur. Et c'est aussi un formidable outil de couverture de risque. Imaginez une entreprise de logistique qui est très dépendante du coût du carburant et de l'inflation. Elle pourrait tout à fait se protéger financièrement en achetant des contrats sur Kalshi, pariant sur la hausse future de l'inflation. Si l'inflation monte, son activité souffre, mais ses contrats lui rapportent de l'argent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est logique, quand il y a un coût direct et douloureux à avoir tort, l'information devient soudainement beaucoup plus pertinente et réfléchie. Exactement. Mais il y a quand même un détail dans nos sources qui me dérange profondément. Pendant que les autorités de régulation débattent philosophiquement pour savoir si c'est un casino ou une vraie révolution financière, elles paralysent l'innovation globale avec leur lenteur. Mais Kalshi, qui a réussi à obtenir quelques approbations initiales, se retrouve tout seul sur la piste. Oui, le vide juridique les arrange bien, hein. Une seule entreprise contrôle 89% d'un marché qui est en train d'absorber des milliards de dollars, précisément parce que la lenteur bureaucratique empêche l'émergence de concurrents. N'est-ce pas fondamentalement la création d'un monopole absolu, cautionné de façon involontaire par ceux-là même qui sont censés protéger le libre marché? Cela soulève une question importante, c'est vrai. Et c'est l'effet secondaire classique d'une régulation qui est lente face à une technologie qui est très rapide. La paralysie régulatoire crée de vastes barrières à l'entrée. Mais honnêtement, ce qui inquiète le plus les analyses citées dans nos notes, ce n'est pas seulement le monopole de la plateforme Kalshi en soi. C'est quoi alors? C'est l'identité des futurs acteurs dominants sur cette plateforme. Et c'est là, je crois, que toutes les pièces de notre analyse d'aujourd'hui se rejoignent de façon spectaculaire. Historiquement, les marchés de prédiction étaient animés par des humains, des experts, des statisticiens, des passionnés de politique ou d'économie. Mais aujourd'hui, si nous introduisons les agents IA autonomes que nous évoquions plus tôt dans cette équation, la dynamique change totalement. Attendez, vous voulez dire que les IA, celles qui sont assurées par Microsoft et Stripe, vont se mettre à jouer et à spéculer sur Kalshi toutes seules? C'est l'évolution inévitable, oui. Pensez-y, un agent IA branché sur un marché prédictif n'a pas besoin de dormir ni de prendre une pause café. Il peut ingérer chaque nouvelle publication scientifique,